Quand Virginie a perdu son petit chat de 6 mois, c'était la fin du monde. Son mari ne pouvait pas la consoler et voir son fils pleurer en permanence lui déchirait encore plus le cœur. Et si vous vous demandez le rapport entre perdre du poids et perdre son chat, dans cette vidéo, vous allez simplement voir pourquoi la motivation ne suffit pas pour perdre du poids. Puis, surtout, vous allez apprendre comment développer une stratégie efficace pour mieux manger sur la durée. Mais avant ça, laissez-moi revenir à Virginie. Parce que forcément, en habitant en appartement au 6e étage, Virginie ne pouvait que s'inquiéter pour son chat. Mais elle n'avait pas retrouvé le corps écrasé de son chat sous son balcon ou sur la route. Alors, elle gardait espoir de le retrouver. Chaque jour, elle passait des heures et des heures à sillonner son quartier en criant désespérément le nom de son chat et en placardant des affiches chat perdu sur tous les poteaux possibles. Mais chaque soir, en rentrant, elle se sentait de plus en plus abattue. Au fur et à mesure, l'espoir de retrouver son chat s'amenuisait de plus en plus. Pendant 4 jours, elle a continué ses recherches sans relâche. À l'époque, j'accompagnais Virginie pour l'aider à perdre du poids. Et je dois avouer qu'elle était habituellement extrêmement impliquée dans le programme. Mais pendant ces 4 jours, c'était compliqué de lui demander quoi que ce soit. Pourtant, j'ai quand même eu la chance de la voir au téléphone. À vrai dire, elle avait sans doute juste besoin de parler à quelqu'un de bienveillant et d'extérieur. À ce moment-là, les repas, c'était du grand n'importe quoi, avalé à toute vitesse pour pouvoir retourner aux recherches. Le sport, elle n'avait pas l'énergie d'en faire et c'était la dernière de ses priorités à vrai dire. Et de toute façon, elle passait sa journée à marcher et à monter, descendre les escaliers. Bref. D'après elle, c'était catastrophique. Pourtant, à peine une semaine avant, elle avait promis d'y arriver, pour de bon cette fois-ci, en se disant que lundi prochain, elle s'y mettait pour de bon. Et en effet, elle a réussi à se tenir à son programme pendant 2 jours, jusqu'à ce qu'elle perde son chat. En fait, l'histoire de Virginie et de son chat ne s'arrête pas là. Mais jusque-là, cet exemple réel montre bien une chose. La force de la volonté a des limites. Et malgré ça, tout le monde essaie encore de perdre du poids en se disant que cette fois-ci, ce sera la bonne. Qu'il suffit de le vouloir pour y arriver et que ce n'est qu'une question de volonté. En fait, dans une étude de 2016, 81% des personnes obèses estiment que leur échec à perdre du poids vient d'un manque de volonté de leur part. Et pourtant, cette même étude révèle qu'une personne obèse sur 5 a déjà essayé au moins 20 fois de perdre du poids. Personnellement, je trouve que c'est plutôt admirable d'avoir le courage d'essayer plus de 20 fois quelque chose qui s'est traduit par un échec. Ça demande au contraire une énorme volonté de continuer d'essayer, alors que ce serait facile de désespérer d'avance comme les études sur l'impuissance apprise peuvent le montrer. Autrement dit, les personnes qui veulent perdre du poids mais qui n'y arrivent pas ne manquent pas de volonté. Elles ne sont pas nulles ou ratées, elles n'ont pas de problème particulier et il n'y a rien qui cloche chez elles, même si parfois on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. La vérité, c'est simplement que la force de volonté est surestimée. Ce n'est pas le bon outil pour y arriver. Quand vous comptez sur la force de votre volonté, ce n'est qu'une question de temps avant de craquer. Si vous rentrez d'une journée de travail atroce, s'il y a eu un accident sur la route, si vous vous êtes fait virer du travail, si votre enfant est malade, ou s'il y a eu un décès dans votre famille, ou si vous perdez votre chat, alors votre force de volonté va lâcher à un moment ou un autre. C'est inévitable. En fait, c'est complètement normal et ce n'est absolument pas grave, sauf si vous pensez qu'il faut de la volonté pour réussir. Dans un instant, je vais vous dévoiler une des 2 solutions beaucoup plus efficaces que de simplement se promettre d'y arriver pour réussir à perdre du poids et au final se sentir bien dans son corps et dans sa peau. Puis, je vous parlerai de la 2e solution qui ne permet pas seulement de perdre du poids, mais surtout d'avoir suffisamment confiance en soi pour ne jamais reprendre de poids. Alors, tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour Virginie qui avait perdu son chat. En observant Virginie de plus près, même dans une situation émotionnellement très compliquée pour elle, il est possible de remarquer quelque chose d'intéressant. Ça peut ne pas paraître grand-chose, mais Virginie a continué de se brosser les dents. En y réfléchissant bien, se brosser les dents, c'est un peu comme faire du sport ou manger sainement. C'est quelque chose que l'on fait pour se sentir bien et ne pas avoir de problèmes de santé ou des dents affreuses sur le long terme. Pourtant, beaucoup de personnes luttent pour gérer leur poids alors que presque tout le monde se brosse les dents régulièrement. Pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose d'automatique, de routinier, voire de rituel. C'est une action que l'on fait sans se poser de questions, à peu près à la même heure et au même endroit à chaque fois. C'est aussi un comportement dissocié d'une réponse émotionnelle. Et la vérité, c'est que les personnes qui font du sport régulièrement et qui mangent sainement au quotidien tout en ayant un poids stable et un corps en bonne santé ne sont pas meilleures que les autres. Ces personnes ont tout simplement réussi à
automatiser les bons comportements. Autrement dit, à les transformer en habitudes, comme de se brosser les dents. Scientifiquement, quand nous faisons preuve de volonté, nous engageons activement un effort et une énergie mentale. Les décisions et la volonté font appel à ce que nous appelons les fonctions de contrôle exécutif de notre cerveau. Et il s'agit là de processus cognitifs réfléchis. Le problème, c'est que ces fonctions demandent beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Heureusement pour nous, les habitudes à l'inverse permettent à notre cerveau de fonctionner en mode économie d'énergie. Les habitudes ne demandent que très peu d'efforts intellectuels. Autrement dit, peu de volonté. Au quotidien, c'est quelque chose de très pratique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir et de prendre une décision à chaque fois que vous faites vos lacets ou que vous vous brossez les dents. Et pour certaines personnes, manger des légumes, ne pas sortir de table en étant trop rempli et bouger au quotidien est aussi automatique que de respirer. C'est naturel et sans effort. En fait, les habitudes sont une forme de raccourci mental pour obtenir un état de récompense obtenu par le passé. Une fois que l'habitude est fortement ancrée, la récompense n'a même plus besoin d'être là pour que l'habitude persiste. Dans notre cerveau, les habitudes sont donc des schémas préenregistrés dans ce que l'on appelle la mémoire procédurale. Seulement les schémas les plus importants et utilisés le plus souvent sont enregistrés dans cette mémoire. Le codage procédural est fait pour stocker les informations pour de bon. Et les habitudes qui y sont enregistrées sont en quelque sorte protégées pour éviter d'être effacées. C'est pratique. Parce que grâce à ça, faire du vélo par exemple, ça ne s'oublie pas. À chaque fois que nous agissons de la même manière, le circuit neuronal de l'habitude se renforce progressivement. Et à force de répéter, au bout d'un moment, l'habitude est stockée en toute sécurité dans la mémoire procédurale. C'est super pratique, parce qu'agir automatiquement libère notre esprit. Pour voir à quel point c'est utile, il suffit de regarder l'exemple de la conduite de voiture. Un jeune conducteur va avoir du mal à gérer en même temps le côté mécanique avec les pédales et la boîte de vitesse, la prise d'information avec le contrôle visuel de la route et des rétroviseurs, et la prise de décision avec les commandes au volant comme les clignotants. Au début, ce serait catastrophique et dangereux de laisser un débutant conduire tout seul sur la route. Parce qu'une personne novice a besoin de toute son attention pour gérer la voiture elle-même et ne peut pas se concentrer sur la conduite. Mais avec l'expérience, un bon conducteur peut gérer de façon automatique et inconsciente la partie mécanique de la voiture. Grâce à ça, le conducteur peut concentrer son attention sur ce qui est important, la prise d'information et la prise de décision. De la même manière, si vous êtes constamment en train de réfléchir à ce que vous devriez manger pour être en forme, c'est tout simplement que vous n'avez pas encore développé les bons automatismes. Et peut-être que vous avez développé des habitudes qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs. Comme le fait de finir chaque repas avec une petite touche sucrée, l'éducation finit ton assiette, ou le fait de manger un petit truc le soir devant la télé. À l'inverse, la majorité des personnes qui sont réellement en forme ne se prennent pas la tête et ne se posent même pas ce genre de questions. Bien manger, selon leurs besoins, est juste une habitude automatique. Dans la partie suivante de cette vidéo, vous allez donc apprendre comment reprogrammer votre cerveau pour développer de nouvelles habitudes alimentaires qui vous aident à atteindre et à maintenir votre poids de forme pour le reste de votre vie. Ok, les habitudes, c'est génial. Mais vous vous dites peut-être que j'exagère et que se brosser les dents, c'est beaucoup plus facile que de faire du sport ou de faire attention à ce que vous mangez. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi et depuis quand tout le monde se brosse les dents ? En y réfléchissant, nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs ne se baladaient pas avec une brosse à dents à côté de leur silex. À vrai dire, les premiers dentifrices auraient été créés en Égypte entre 3000 et 5000 avant Jésus-Christ. Si l'on considère que les Homo sapiens sont apparus il y a 300 000 ans, cela veut dire que nos ancêtres ne se seraient pas brossé les dents pendant plus de 290 000 ans. Mais les choses se sont rapidement mises en mouvement quand en 1875, Colgate a produit les premiers dentifrices en pot. À partir de là, c'est devenu beaucoup plus facile de se brosser les dents avec une solution hygiénique, mais ce n'était pas encore suffisant pour que tout le monde s'y mette. Et même dans les années 1900, quand les premiers dentifrices en tube comme aujourd'hui ont été inventés, la consommation de dentifrice n'a pas explosé. Le point tournant de l'histoire du dentifrice, c'est l'année 1922 et l'invention du dentifrice parfumé à la menthe fraîche. C'est seulement à partir de là que se brosser les dents est rentré dans les mœurs. Pourquoi ? Parce qu'avant ça, se brosser les dents, c'était exactement comme de faire du sport. J'ai mauvaise haleine, il faut que je me brosse les dents pour éviter d'avoir des caries et de perdre mes dents, mais si je me brosse les dents, j'ai toujours l'impression d'avoir mauvaise haleine.
Avec l'invention du dentifrice parfumé, un élément important a permis de changer le comportement de milliards de consommateurs. C'est la sensation de fraîcheur instantanée. Ou plus exactement, c'est le fait d'avoir une sensation de mieux-être instantanée. C'est ce qu'on appelle la gratification instantanée. Même si vous savez que vous vous brossez les dents pour avoir une bonne santé dentaire à long terme, vous vous brossez probablement les dents pour une raison à court terme. Évitez d'avoir mauvaise haleine. Quand vous faites du sport ou que vous mangez sainement, si vous n'aimez pas encore fondamentalement manger comme ça, alors vous n'avez peut-être aucun bénéfice à court terme. Pourtant, avoir une forme de gratification instantanée est important pour créer une habitude durable. C'est ce qui permet d'activer le circuit de la récompense dans votre cerveau et c'est ça qui va vous donner envie de le refaire au fur et à mesure. Alors voyons justement comment la création d'habitudes fonctionne dans votre cerveau. Notre cerveau compte des milliards de neurones et plusieurs zones qui fonctionnent différemment. Chaque zone est spécialisée pour avoir une fonction particulière. Grâce à des méthodes d'imagerie comme l'IRM fonctionnel cérébral, les chercheurs peuvent suivre les schémas d'activation dans le cerveau par le biais des changements du flux sanguin. Autrement dit, c'est possible d'évaluer les régions du cerveau qui sont utilisées quand vous développez une habitude. Alors, comment faire pour former une nouvelle habitude qui va vous aider pour le reste de votre vie ? La première étape pour créer une habitude peut commencer par une intention, une décision. C'est notre motivation pour obtenir un résultat particulier. La première fois que vous choisissez de manger une carotte au lieu de chocolat devant la télé, vous avez fait ce choix volontairement. Votre cerveau apprend à tendre la main vers le frigo et vers la carotte plutôt que vers le placard et vers la tablette de chocolat dans le but d'obtenir la récompense souhaitée. Cette récompense, c'est de vous sentir fier de vous. Grâce à l'IRM fonctionnel, les scientifiques savent que l'apprentissage via la récompense comme celui-ci est associé aux noyaux gris centraux de notre cerveau. Quand vous effectuez ces tâches pour la première fois, votre cerveau présenterait la plus forte activation dans un système neuronal appelé boucle associative. Ce système implique des zones cérébrales liées à la maîtrise de soi, à la planification et à la pensée abstraite, comme le cortex préfrontal, le noyau codé et le mésencéphale. Ce sont les zones de contrôle exécutif. Par contre, si au final vous avez bien aimé manger votre carotte et que vous le refaites encore et encore, le fonctionnement de votre cerveau va changer. Quand vous effectuez des actions répétées et routinières, l'activation neuronale augmente cette fois-ci dans la boucle sensorimotrice du cerveau. De l'extérieur, le comportement a l'air d'être la même chose. Vous mangez une carotte. Pourtant, à l'intérieur de votre cerveau, les systèmes neuronaux impliqués sont différents. La reprogrammation de votre cerveau rend plus facile la répétition de ce que vous avez déjà fait plusieurs fois. Autrement dit, vous réagissez de manière plus automatique et vous prenez moins de décisions conscientes. Au fur et à mesure, vous hésitez de moins en moins entre la carotte et le chocolat, jusqu'à ce que ça devienne complètement automatique. C'est quand vous avez pris l'habitude. Mais combien de fois devons-nous répéter une action avant qu'elle ne devienne automatique ? Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il faut 21 jours pour que quelque chose devienne une habitude. Pourtant, si vous y réfléchissez, est-ce que c'est logique que 3 semaines permettent de développer n'importe quelle habitude ? Si vous avez une entorse et que vous faites 3000 pas par jour, vous allez répéter cette action des dizaines de milliers de fois en 21 jours. A l'inverse, si vous voulez aller à la salle de sport en rentrant du travail le jeudi soir, vous n'allez répéter cette action que 3 fois en 21 jours. Au final, la durée n'est pas une information suffisante pour déterminer si une habitude va s'ancrer ou non. L'idée qu'il faut 21 jours pour créer une habitude est donc une légende urbaine. Cette information viendrait probablement du best-seller Psychocybernétique publié en 1960 par Maxwell Maltz, qui est de base pour l'anecdote chirurgien esthétique. En réalité, la recherche montre que la vérité semble plus nuancée et en même temps plus simple. Il n'y a pas d'interrupteur on-off. Un comportement ne devient pas une habitude comme par magie du jour au lendemain après un certain temps. Et c'est même exactement l'inverse. La première fois que vous fournissez un effort comme boire de l'eau au lieu de boire un jus de fruits au petit déjeuner, c'est un acte conscient et pas du tout automatique. Puis la deuxième fois, c'est un peu plus facile que la première. Puis la troisième fois, c'est un peu plus facile que la deuxième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour, l'action soit effectivement automatique. Pour vous donner une réponse concrète, dans une étude sur la formation d'habitudes, différents comportements nécessitent plus ou moins de répétition et donc de temps pour devenir automatiques. Par exemple, avant de réussir à boire une boisson saine sans réfléchir, il a fallu 59 jours. Pour manger quelque chose de sain, c'est 65 jours. Et pour faire du sport, c'est encore plus long. Il a fallu 91 jours avant que cette action soit ressentie comme automatisée et sans effort.
Comme vous pouvez le voir avec ces chiffres, il faut du temps pour changer réellement ses habitudes sur le long terme. Entre 2 et 3 mois. C'est beaucoup plus que 3 semaines donc. Et ça, ce n'est que pour changer une seule habitude. En plus de ça, si vous voulez adopter une meilleure hygiène de vie, changer durablement vos habitudes alimentaires pour au final perdre du poids, être en meilleure forme et vous sentir mieux dans votre corps, alors vous avez très certainement besoin de changer plusieurs habitudes. Et si vous êtes comme la plupart d'entre nous, alors vous avez déjà essayé de prendre de bonnes résolutions au nouvel an. Avec la méthode des bonnes résolutions, vous avez essayé de tout changer ou de changer plein de choses en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, ça n'a pas marché. En fait, une étude de 2019 en partenariat avec Strava a étudié plus de 822 millions de données et a révélé que nous ne tenons nos bonnes résolutions en moyenne que 19 jours. C'est loin d'être suffisant pour développer une habitude. Et c'est un échec démoralisant de plus au compteur. Ça ne marche pas, parce qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons nous concentrer que sur une seule chose à la fois. Mais du côté positif, si nous mettons toute notre attention et toute notre énergie dans cette chose-là et cette chose-là seulement, alors nous sommes capables de nous améliorer très rapidement. Et au final, faire cette chose-là devient facile, sans effort, et nous n'avons même plus besoin d'y penser. C'est exactement le principe que j'utilise à bord de mes programmes de coaching. Mais c'est pour ça qu'il faut du temps pour qu'un accompagnement en perte de poids soit efficace. Les programmes courts ne pourront donc jamais vous apporter de résultats sur le long terme. Pour vous aider à changer vos habitudes alimentaires pour de bon, sur la durée, de façon à ce que vous perdiez du poids et surtout pour que vous ayez suffisamment confiance en vous pour ne jamais reprendre ce poids, un programme honnête et intègre doit au minimum durer 6 mois. D'ailleurs, une étude montre justement que les personnes qui ont réussi à perdre du poids reprenaient presque tout le poids qu'elles avaient perdu si elles n'étaient plus suivies. Alors qu'à l'inverse, celles qui ont continué à être suivies plus longtemps ont réussi à maintenir leur perte de poids sur la durée. Tout comme Virginie, que j'ai accompagnée pendant des mois, qui a retrouvé son chat et qui m'a laissé un super avis. Pour résumer, vous n'avez pas de problème de volonté ou de motivation. Vous avez seulement un problème de méthode et ce n'est pas de votre faute si vous n'arrivez pas à vous tenir à vos bonnes résolutions. La force de volonté est une ressource limitée et au final, les personnes qui sont en forme n'ont pas plus de volonté que vous. Elles ont simplement des habitudes alimentaires et sportives qui les aident à prendre de bonnes décisions sans effort. Avec un système de récompense adapté, vous pouvez vous aussi développer de meilleures habitudes qui vont vous aider à mieux manger et à bouger sans que cela vous demande de l'énergie mentalement. Les habitudes se construisent au fur et à mesure et les bons comportements sont de plus en plus faciles à faire au fil du temps. Le tout, c'est simplement de continuer suffisamment longtemps pour réussir à ancrer profondément ces habitudes. Mais pour y arriver, les programmes de quelques semaines sont inefficaces et vous font simplement perdre votre temps et votre énergie. Il faut au moins 6 mois pour que vous puissiez raisonnablement obtenir des résultats sur la durée. Au final, c'est facile de perdre du poids et de garder la forme quand faire du sport et bien manger rentre dans vos habitudes. Pourtant, même de bonnes habitudes ne vous assurent pas de réussir à maintenir votre poids de forme pour le reste de votre vie. David Kirchhoff, l'ancien président de Weight Watchers, a même confié que dans la grande majorité des cas, leurs clientes n'arrivaient pas à garder leurs habitudes. C'est parce qu'il y a un autre élément fondamental qui différencie les personnes qui sont minces, en forme et en bonne santé toute leur vie de celles qui ont du mal à gérer leur poids. Pourtant, même les professionnels de santé et de la nutrition commettent cette erreur qui vous empêche de perdre du poids sur la durée. Dans la vidéo suivante, vous allez donc apprendre comment éviter cette erreur pour enfin faire la paix avec la nourriture, perdre du poids sans toujours avoir l'impression de faire des efforts et au final, retrouver confiance en vous.